je suis venu parler de ces élections européennes, que je considère comme extrêmement importantes pour l'avenir de la France, pour une raison simple, c'est que nos élites ont trahi le peuple. Ils ont trahi la souveraineté du peuple en transférant la quasi-intégralité de cette souveraineté à une structure supranationale non élue qui impose ses diktats, que ce soit sur la politique d'immigration, que ce soit sur la politique monétaire, que ce soit sur la politique budgétaire, que ce soit sur l'organisation d'ailleurs institutionnelle de notre pays, puisque, comme on vient de le voir, les grandes annonces de M. Valls en matière de modification territoriale sont la conséquence directe des exigences de l'Union européenne en matière d'organisation, ce que j'ai appelé la landérisation de la France. Ou la politique d'austérité qui, là encore, n'est que la soumission assez servile à une feuille de route qui, chaque année, est transférée par l'Union européenne au gouvernement français, ou gouvernement étant un terme peut-être un peu excessif, en l'occurrence, car il ne gouverne plus grand-chose, il faut quand même être honnête. Dans ce combat européen, le Front National et le Rassemblement Bleu Marine ont une grande qualité, c'est leur cohérence, c'est leur pugnacité. Nous ne changeons pas d'avis lorsque l'élection arrive, à la différence des autres, dont j'ai pu dire, et je redirai, dans le mois et demi qui nous sépare de l'élection, que tous ceux qui changent d'avis sur l'Union européenne 3 mois avant l'élection sont des fiefés menteurs. Voilà. Or, j'entends un vent d'euroscepticisme dans la classe politique française, récent, très très récent, au PS, par la voix d'un certain nombre, comme M. Montebourg, ou à l'UMP, alors certains un peu plus, certains un peu moins. M. Vauquier a fait un livre dans lequel il dit exactement l'inverse de tout ce qu'il a toujours dit pendant toute sa vie. Mais j'entends aussi M. Hortefeux, parlons-en, qui, dans ses discours en tout cas, se rapproche énormément des analyses qui sont celles du Front National. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique comment est-ce que M. Hortefeux peut dire la même chose que nous tout en votant exactement l'inverse. Parce que moi j'ai sa feuille de vote. Et il a voté exactement l'inverse de ce qu'ont voté les élus du Front National. Et pourtant, il dit la même chose. Alors il y a quand même un bug quelque part. Je crois que le bug, il est dans cette volonté de l'UMP et du PS de coller aux espérances des Français, alors même qu'ils sont convaincus de l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que cette Union européenne doit prospérer, qu'elle doit continuer à se construire, que l'intégration européenne doit continuer à avancer, que le transfert du pouvoir politique des Français vers l'Union européenne doit s'accélérer, que la politique fiscale de l'Union européenne doit se construire, c'est-à-dire le peu qui nous reste encore de pouvoir, puisque comme vous le savez, et comme l'a avoué d'ailleurs le commissaire Reding, il n'y a plus que 20% des lois qui sont votées au Parlement français qui émanent en réalité de la volonté politique française. 80% sont la transcription des directives européennes. Alors c'est tout ce grand débat-là qui, à mon avis, va déterminer l'avenir de notre pays, sur lesquels je crois les Français ont envie d'avoir des informations, ont envie que le débat s'ouvre, et c'est exactement ce que nous allons contribuer à faire. Je vais passer, avant de répondre à vos questions, la parole à Bernard Menot, qui va vous présenter la liste, puisque c'est l'objectif de cette conférence de presse, présenter la liste des candidats dans cette circonscription du centre. Merci Marie. Oui, effectivement, après cette parenthèse municipale maintenant fermée, la campagne européenne s'ouvre, une campagne qui est nationale, mais qui se veut aussi avec des spécificités régionales. Et effectivement, dans la région Massif central-centre, donc le centre, le Limousin et l'Auvergne, il y a de fortes spécificités qui sont les territoires ruraux, la ruralité au sens large, l'économie agricole, l'élevage et la viticulture, qui m'intéresse moi beaucoup en tant qu'économiste parce que c'est ce que j'appelle moi l'économie première.
Je dirais que par rapport à ces spécificités-là, avant de vous présenter la liste, je voudrais vous donner les deux axes principaux de développement et de déclinaison de la campagne nationale. Ce sera sur la dénonciation de la PAC, qui, au titre même des agriculteurs eux-mêmes, quand on les interroge, disent que c'est un nivellement par le bas, qu'ils supportent ce démantèlement depuis 20 à 25 ans de leur profession, en termes de qualité d'abord, et puis deuxièmement aussi d'être un peu des administratifs, des paperassiers qui gèrent le fait de remplir des dossiers en permanence, et ils préféreraient vivre de leurs propres revenus que d'avoir à être des chasseurs de primes en quelque sorte. Le deuxième élément, c'est le traité transatlantique. Vous savez, c'est qu'on essaie de nous faire passer, bien entendu, en catimini, puisque aujourd'hui, il n'y a aucune communication proprement dite qui est faite, puisque les négociations sont silencieuses, voire secrètes. Ils vont tenter, bien entendu, avant la fin du mandat de l'Union européenne de mai 2014, d'accélérer les négociations. Monsieur Hollande a même fait allégeance à Monsieur Obama à ce titre-là, dans ce grand marché entre l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et l'Europe, et par là même essayer d'établir ce que j'appelle l'OTAN économique, c'est-à-dire faire tomber les dernières barrières douanières qui subsistent, avec les tarifs douaniers, les tarifs les barrières non douanières également, et pouvoir faire tomber effectivement les dernières résistances qui subsistent par rapport au libre-échange qui peut exister dans ce mondialisme. Donc les deux grands secteurs qui devraient souffrir, c'est effectivement l'agriculture française. Nous pensons au Front National que c'est la mort programmée de l'agriculture française, et également la concurrence par rapport à toutes les PME, PMI qui vont souffrir, et les dernières industries françaises qui vont souffrir des multinationales américaines, agroalimentaires notamment, qui vont imposer leurs normes, sachant que les normes sont considérées d'un point de vue purement économique comme des moyens de coercition, d'abaissement en fait des concurrences, et de justement pouvoir exporter la crise américaine, car contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les États-Unis sont en grande crise économique, et bien entendu ils essayent d'exporter leur crise partout ailleurs dans le monde, et bien entendu le vivier de richesse de l'Europe est en première ligne. Donc voilà les deux axes stratégiques de la campagne au niveau régional, sachant que, bien entendu, l'impact, ça va être la ruralité, les territoires ruraux. C'est l'objectif de défendre notre tradition agricole, la qualité de notre production, que ce soit des céréales ou de l'élevage ou du vin français, contre la concurrence mondiale. Voilà un petit peu les grands volets de la campagne je dirais, du Front National dans la région Massif central-centre. Alors effectivement, vous avez la chance parce qu'en avant-première, dans notre région, on va vous présenter la liste complète des colistiers qui sont derrière moi, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais les citer rapidement. Donc Jeanne Cotin, qui malheureusement ne peut être en numéro 2, qui ne peut être présente aujourd'hui parce qu'elle travaille, donc elle n'a pas pu se déplacer. Elle est dans la région du Loiret. Philippe Loiseau, peut-être Philippe, est-ce que tu peux te lever pour être vu? Voilà. Donc Philippe Loiseau, qui est en Eure-et-Loire, qui est le secrétaire départemental de l'Eure-et-Loire. Véronique Péan, qui est dans l'Indre-et-Loire, secrétaire départemental également. Voilà, derrière moi, pour que tout le monde se lève. Dans la Creuse, donc le secrétaire départemental qui est Martial Mom, voilà. En 6e position, Anne Foreau dans le Puy-de-Dôme, ici, voilà. Et Michel Chassier, donc secrétaire départemental du Loir-et-Cher, pardon. En 8e position, Claudine Lopez, voilà. Dans l'Allier, Jean-Yves Narquin dans le Loir-et-Cher à nouveau, mais il a une particularité, Jean-Yves Narquin, c'est que c'est le seul maire réélu, comme quoi vous voyez qu'il peut avoir des maires de bonne qualité et qui font preuve de bonne gestion. Donc voilà Jean-Yves Narquin.
Et pour terminer, en 10e position, Christine Marty dans la Haute-Loire, la Haute-Vienne, autant pour moi. Voilà donc la liste complète qui va participer activement à la campagne. Voilà. Qui va être courte, effectivement, parce qu'on pense que, bon, elle démarre, mais on pense qu'effectivement, ce sera fin avril. Dans les esprits. Oui. Est-ce que Non à Bruxelles et oui à la France, c'est le slogan pour l'ensemble de la France Oui. Et si oui, vous n'avez pas osé dire non à l'Europe? Pourquoi plutôt non à Bruxelles que non à l'Europe? Parce que non à l'Europe, ce serait en même temps imprécis et erroné. Car, une fois de plus, le Front National n'a jamais été contre l'Europe en tant que telle. Il est contre l'Union européenne. Ça faisait un peu long, M. Galandos, pour une question de simplicité. Disons que Bruxelles est le synonyme de l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons choisi ce slogan « Non à Bruxelles, oui à la France » qui nous apparaît correspondre exactement à l'axe qui est le nôtre, à ce que nous disons depuis des années et des années. Slogan qui a le mérite de la clarté, de la franchise et qui va incontestablement trancher avec les différents slogans dont j'ai montré, vous le savez, des visuels au cours des années de l'UMP et du PS qui tournent toujours autour de la même idée. Ah, il faut changer l'Europe. Entre changeons l'Europe et une nouvelle Europe, pour une autre Europe, pour une nouvelle autre Europe, etc. Je ne sais d'ailleurs pas exactement quels sont les slogans définitifs. Si l'UMP, semble-t-il, c'est parce que nous sommes patriotes que nous voulons changer l'Europe. Bon, je pense que ce sera à peu près la même chose au PS. Ça fait 25 ans que ça dure, la plaisanterie. Changer l'Europe. 25 ans que ça dure. Bon. Et ça n'est pas plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était en 2009, que ça ne l'était en 2004, ou que ça ne l'était les élections précédentes. Voilà. Donc nous avons un positionnement extrêmement clair. Nous rejetons l'Europe de Bruxelles. Voilà, c'est clair, c'est franc, c'est compréhensible par tous, et c'est surtout ce que nous disons, y compris en dehors des élections. Car on peut aussi nous accorder cette qualité, c'est que nous avons été le parti politique qui avons le plus parlé d'Europe en dehors des campagnes électorales européennes. Nous n'avons eu de cesse, y compris pendant l'élection présidentielle, et vous le savez, d'évoquer ces sujets européens, d'évoquer le problème de l'euro, d'évoquer le problème des travailleurs détachés, de l'immigration, de l'ouverture totale des frontières, de la politique d'austérité menée sur instruction de Bruxelles, alors même que l'ensemble des autres mouvements politiques n'évoquaient absolument jamais le sujet de l'Europe. C'est donc un sujet qui nous tient à cœur, et ce sera le slogan national des listes bleu marine. Alors, au-delà de la campagne nationale, effectivement, comme je vous l'ai dit, on a sensibilisé aussi au niveau régional les citoyens de la région. Et alors, vous avez dans votre dossier de presse, effectivement, les dégâts de l'Union européenne et de l'euro. Dans l'Union européenne et l'euro, c'est ça, c'est la désertification des territoires. C'est le recul de l'État avec la gendarmerie fermée, l'école, la poste fermée, les hôpitaux déplacés dans les villes plus importantes, les usines qui se délocalisent. Voilà les conséquences, effectivement, et qui vient compléter le slogan national, donc non à Bruxelles et oui à la France. Sur cette affiche, il y a aussi une autre chose qui me frappe, c'est le fait qu'il y ait à la fois FN et RBM. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que maintenant chez vous c'est systématique? Ça n'était pas avant? C'est une plateforme électorale et par conséquent il est assez normal de retrouver le sigle du RBM sur les affiches, puisque nous aurons des candidats RBM sur les listes. Même maintenant, me semble-t-il, plus systématiquement le FN, vous dites le FN RBM. Oui, puisque par exemple dans l'Ouest, M. Galardo, Gilles Le Breton est un candidat RBM. Oui, non, mais même en dehors de ça. Donc c'est FN-RBM. Oui, je pense que cette association fonctionne. Un certain nombre de gens se retrouvent bien sûr dans le Front National, un certain nombre d'autres se retrouvent dans le Rassemblement Bleu Marine. Et l'idée, c'est d'agréger, encore une fois, vous le savez, les patriotes de gauche et de droite pour réussir lors des futures élections présidentielles à gagner. Vous
avez évoqué... Vous avez un micro là, je crois. Si, je pense. Vous avez évoqué tout à l'heure la question d'une autre Europe, une Europe avec une politique agricole qui serait favorable à la France et pas une politique agricole commune. Concrètement, comment vous pourriez éventuellement mettre ça en œuvre est-ce que dire en vous alliant avec certains autres partis européens qui sont sur des lignes similaires sur les questions agricoles? Est-ce que vous avez déjà discuté avec ces autres partis avec lesquels vous pourriez vous unir? Ne serait-ce que pour former un groupe pour prendre cette question. Oui, bien sûr. Nous aurons un groupe, vous le savez, nous travaillons depuis déjà un certain nombre de mois à la constitution du groupe. Ce groupe existera, j'en suis aujourd'hui convaincu. Il ne reste qu'à attendre les élections pour voir combien chaque mouvement apportera d'élus dans ce groupe. Et il est évident que nous avons un avantage dans ce futur groupe, c'est, je crois, une cohérence de vue totale sur les grands problèmes qui sont ceux de l'Union européenne. Ce qui n'est pas une évidence dans les autres groupes, car je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au Parlement européen, vous seriez étonné de voir comme au PSE, la moitié vote pour, la moitié vote contre, et ceux qui restent, quand ils n'entrent pas, bien au contraire. Et pareil au PPE. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence de vote en réalité dans les différents groupes qui sont ceux du PPE ou du PSE. Ils ne votent jamais, enfin quasiment jamais, tous ensemble les mêmes textes. Ce qui prouve qu'il y a quand même un problème de cohérence politique dans ces groupes, qui parfois s'assimile plutôt à des groupes, à des présences techniques, à des présences politiques. Donc nous évoquerons bien entendu d'autant plus ces politiques-là que nous aurons la capacité avec le groupe d'avoir véritablement l'ensemble de nos alliés qui seront présents dans un groupe constitué, ce qui nous donnera beaucoup plus de moyens, ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes non inscrits. Et quelles seront justement ces formations politiques qui sont appelées à constituer ce groupe? Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a le FPÖ autrichien, qui est donné, je crois, à près de 20% en Autriche. Il y a le parti, le PVV d'Edgard Wilders, qui est donné comme pouvant arriver en tête. Alors, leurs sondages sont particuliers, puisqu'il y a 4 mouvements qui sont donnés à 15%. On va voir qu'est-ce qui va en sortir. Mais c'est donc une force politique importante. Il y a le Vlaams Belang belge. Nous espérons les démocrates suédois, la Ligue du Nord, ou Fratelli Italia, qui sont 2 mouvements avec lesquels nous sommes en contact, et puis d'autres voilà, avec lesquels nous sommes encore en discussion, puisque l'élection a lieu dans un mois et demi, et c'est maintenant que les rencontres se font les plus fréquentes. Et oui, la Lituanie aussi, avec le mouvement de M. Paksas, qui est donné actuellement comme capable d'arriver en 2e position aux élections européennes. Et le complément de votre question, c'était la PAC et la PAF. Alors, notre souhait, c'est de donner une grande PAF à la PAC actuelle, PAC 2014-2020, qui est en forte réduction, puisque par rapport à la PAC précédente, elle est en démantèlement budgétaire. Ils vont passer de 13 à 9 milliards d'euros environ. Et nous, notre ambition, en arrivant au pouvoir, c'est de mettre en place l'État stratège qui proposera une grande politique agricole française avec une augmentation du budget justement de 9 à presque 13 milliards d'euros, de 12,9 milliards exactement. Avec également un contrôle, une régulation sur les aides agricoles couplées avec les prix garantis sur les produits, par rapport aux cours mondiaux. Donc une régulation de la spéculation financière sur le prix des matières premières et des produits. Et également, ce qui nous revient de la profession, après les avoir interrogés, c'est qu'ils souhaiteraient le retour à des états généraux de l'agriculture et de l'élevage pour pouvoir exprimer et mettre en place des cahiers de doléances, comme c'était d'ailleurs de tradition ancestrale en France, et qui souhaiteraient être rétablis dans la profession. Donc on est très, très attentif à leurs observations et on envisage d'inclure ça dans la PAF, la politique agricole française,
qui se veut patriote, qui se veut rentable, qui se veut compétitive par rapport aux autres productions internationales, environnementales. Et voilà ce que nous voyons l'avenir de l'agriculture française, en opposition bien entendu au fameux traité transatlantique pour lequel nous avons déclaré la guerre. Vous avez déclaré que l'idée du RBN, c'est d'agréger les patriotes de gauche et les patriotes de droite. Et le bleu, c'est la couleur de la droite. Est-ce qu'il n'y a pas là une petite contradiction? C'est peut-être un aveu de votre part. Oui, absolument, me faire avouer des choses. C'est la guerre en deux qui ne sont pas dans... Oui. Alors, disons que le marine est plus important que le bleu, alors c'est ça. Pour résumer. Bon. Vous savez comment est né d'ailleurs ce bleu marine? Vous le savez vaguement. Bon. C'était pour pouvoir avoir le nom sur les bulletins de vote aux élections cantonales, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir le nom. Donc c'est né comme ça, et puis comme souvent les idées s'installent, et puis les sigles restent, et puis un attachement affectif naît à l'égard de ces sigles, à l'égard de la réalité que représente le RBM. Et aujourd'hui, c'est vrai que le RBM joue son rôle incontestablement de rassemblement, que on l'a vu lors des élections municipales, beaucoup de gens y sont venus parce que ils avaient le sentiment, justement, comme parce qu'ils venaient du centre, parce qu'ils venaient de la gauche, que aller au Front National, pour eux, leur apparaissait plus compliqué que d'adhérer au RBM. Donc il y a vraiment une complémentarité que nous entendons maintenir et développer entre les deux. Vous avez été en voyage à Moscou récemment. Et à Moscou, vous avez fait l'éloge du fédéralisme, en l'occurrence pour l'Ukraine. Alors j'étais très surpris de vous entendre faire l'éloge du fédéralisme, parce qu'en France, vous paraissez très très loin des idées fédérales, régionales. Oui, mais c'est justement bien le problème, M. Galarondo. C'est bien ce que nous reprochons à l'Union européenne et aux États-Unis. C'est leur absence de connaissances historiques et géopolitiques de l'Ukraine. Je n'ai pas fait l'éloge du fédéralisme. Non, je n'ai pas fait l'éloge du fédéralisme, comme si c'était un système auquel je m'étais tout d'un coup rallié. J'ai expliqué qu'il ne m'apparaissait pas exister d'autres solutions en Ukraine que la construction d'une Ukraine fédérale. Là où je trouve les autres contradictoires, c'est que les États-Unis ont poussé des hauts cris alors qu'ils sont eux-mêmes un État fédéral, et donc ils devraient pourtant exporter leur modèle. Bon. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est aussi simple que ça, c'est aussi même dramatique que ça, car lorsqu'on a plusieurs options, il y a moyen de discuter, mais là il n'y a pas d'autre option. Il y a quand on est au bord de la guerre civile, comme c'est le cas en Ukraine, le seul moyen c'est de permettre que ces régions, donc vous savez très bien aussi qu'elles auront du mal à être unies parce qu'elles sont très différentes. Et j'allais dire que pour le coup, l'Ukraine, peut-être comme la Belgique d'ailleurs, démontre le problème du multiculturalisme. Hein. Il est difficile de faire un État uni autour du multiculturalisme. Et en Ukraine, on peut parler de multiculturalisme parce que des langues différentes, des cultures différentes, des attachements différents, des regards qui les uns regardent à l'est et les autres regardent à l'ouest. Et dans ces conditions-là, le seul moyen de conserver une unité, un État, c'est de permettre qu'il y ait des régions qui aient une part d'autonomie pour que chacun puisse se développer tout en restant ensemble et ne pas être violé dans ses sentiments profonds. Voilà, je crois que c'est la solution la plus sage, et surtout je n'en ai pas vu d'autres. Et je n'en ai pas entendu d'autres qui puissent répondre aux préoccupations de la réalité de l'Ukraine aujourd'hui, de la réalité géopolitique et aussi de la réalité historique. Sur la liste qui est présentée aujourd'hui, j'imagine qu'il doit y avoir un objectif quand même d'élus que vous attendez à l'issue du scrutin de cette année. Le contrat sera rempli si vous rencontrez combien d'élus dans la région qui nous concerne?
Que les choses soient très claires, nous avons une vision nationale de ces élections européennes. Là encore, nous avons une grande cohérence et nous avons toujours défendu cette vision nationale. D'ailleurs, cette vision nationale, elle correspond à la réalité, car je n'ai jamais, entendez bien, jamais en 10 ans, entendu une fois un député français au Parlement européen évoquer sa circonscription d'élection. Jamais une fois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est député français au Parlement européen. On n'est pas député centre au Parlement européen, ou député ouest au Parlement européen, ou député grand nord au Parlement européen. C'est pas vrai. On est député français. Il y avait avant des listes nationales. Aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs qu'on connaît très bien, qui étaient pour éviter la montée en puissance du Front National, il a été décidé il y a déjà 2 mandatures de créer des Länder, une fois de plus. Tiens, on retrouve cette organisation allemande de la France, comme quoi ça ne date pas d'hier, mais ce sont évidemment les intérêts de la France et des Français qu'on défend au Parlement, et donc nous n'avons pas une vision régionale de ces élections, nous avons une vision nationale. Donc nous espérons, vous le savez, les objectifs que nous fixons, c'est d'arriver en tête au niveau national, et si nous arrivons en tête au niveau national, si les sondages ne se trompent pas, eh bien nous pouvons même espérer 2 élus dans cette circonscription Massif Central Centre. L'objectif, c'est un maximum. En tout cas, c'est ce que nos adversaires craignent. Pour revenir rapidement sur le scrutin municipal précédent, dans beaucoup de circonscriptions et de communes, vous avez des scores qui étaient bien meilleurs que sur les municipales précédentes. On constate que ça se fait dans un cadre d'abstention qui augmente. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut on va dire, modérer un peu la réussite du parti sur ces élections, de se dire on a plus de pourcentage, mais dans des élections où moins de Français ont voté? Non, car nous avons toujours été, toutes les études le disent, des premières victimes de l'abstention. Quand il y a de l'abstention, c'est nous qui en sommes les premières victimes. Voilà. Pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas de clientèle. Et notamment pas de clientèle captive, comme en ont bien souvent, évidemment, l'UMP et le PS, notamment aux élections municipales. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils se les constituent. C'est pour pouvoir les mobiliser lors des élections. Donc, et de surcroît, les analyses qui viennent d'être faites démontrent que dans les endroits où le Front National est présent, il y a plutôt moins d'abstention que dans les endroits où il n'a pas de candidat. Ce qui prouve que l'abstention est une abstention politique, en partie, c'est-à-dire une abstention de l'absence de choix dans l'esprit d'un certain nombre d'électeurs qui se déplacent lorsqu'ils ont un choix véritable qui leur est proposé, notamment par l'intermédiaire d'une candidature au Front National. Donc non, je pense que les résultats d'ailleurs ont démontré dans beaucoup d'endroits que même avec le niveau d'abstention un peu plus élevé parfois, pas toujours d'ailleurs, pas toujours, les résultats sont très largement évidemment, même spectaculairement au-dessus des élections précédentes. Il y a même un certain nombre de villes non négligeables où les candidats aux municipales ont fait mieux qu'aux présidentielles, ce qui pour le coup est une relative nouveauté pour le Front National. En règle générale, on fait toujours moins dans les élections locales que dans les élections présidentielles. Bien, merci beaucoup.